l'onde de choc planétaire après la capture de Nicolás Maduro, avec ces nouvelles révélations sur l'opération américaine qui a permis l'enlèvement et l'exfiltration du président vénézuélien déchu et de sa femme. Une opération qui a été préparée minutieusement depuis des mois. Nos dernières informations avec Stéphanie Pérez. Il est aujourd'hui le prisonnier le plus célèbre des États-Unis. Nicolás Maduro, menotté, escorté par des agents américains de la lutte antidrogue. Quelques heures avant son arrestation, il portait encore son costume de président, recevait un émissaire de son allié chinois dans son palais présidentiel. Il ne le savait pas, mais son sort était scellé. Vendredi soir, avec son épouse, il se trouve dans un lieu ultra sécurisé à Fuerte Tiuna, le quartier général des forces armées vénézuéliennes. Nicolás Maduro change régulièrement de résidence. Ce qu'il ignore, c'est qu'une taupe de la CIA dans son entourage depuis des mois informe les États-Unis de sa position. Ce qu'il ignore également, c'est que Donald Trump, à des milliers de kilomètres de là, en Floride, donne le feu vert à l'opération, car la météo est favorable. Il est 22h46. L'armée américaine plonge Caracas dans le noir. 150 avions, drones, hélicoptères décollent de 20 bases. 1h50, les premières explosions. Une partie du complexe où le président s'abrite est visée. Les hélicoptères des forces spéciales américaines volent très bas. Ils se positionnent au-dessus de sa résidence. L'unité d'élite Delta Force est chargée d'aller capturer Nicolás Maduro dans la pièce où il se trouve. Nos équipes de renseignement au sol et dans les airs donnaient des informations en temps réel pour que les agents à l'intérieur progressent sans risque inutile. Les soldats progressent d'autant plus vite qu'ils connaissent le plan du bâtiment. Et pour cause, ils répètent l'opération depuis des semaines dans une réplique exacte construite dans le Kentucky aux États-Unis grâce aux renseignements accumulés depuis 6 mois. La rapidité de l'opération prend les Maduro par surprise. Ils n'ont pas le temps de rejoindre leur bunker sécurisé et sont arrêtés sans résistance, comme le raconte Donald Trump, qui n'a manqué aucun détail. Il a essayé de rejoindre une pièce sécurisée. Vous savez, une pièce entourée d'acier massif. Il a essayé d'y entrer, mais nos forces ont été trop rapides. Pour mesurer la puissance de l'assaut, ces images satellites. Le complexe militaire avant, puis après les frappes. Plusieurs bâtiments sont pulvérisés. Une trentaine de Cubains chargés de la sécurité présidentielle auraient été tués selon les autorités à Cuba. L'opération a duré 2h20, sans perte, côté américain. À 4h29, le président Maduro et sa femme sont exfiltrés vers ce navire de guerre positionné au large. Après une escale sur la base américaine de Guantanamo à Cuba, direction les États-Unis, et Donald Trump publie cette photo du président déchu, un cliché qui fait le tour de la planète, sidéré. Elle s'appelle Delcy Rodríguez et tous les yeux se tournent vers elle ce soir. Vice-présidente de Maduro, c'est elle qui assure l'intérim sous la surveillance des Américains et elle vient tout juste de prêter serment il y a quelques minutes. Pourquoi a-t-elle accepté de collaborer? Était-elle au courant de l'opération américaine? A-t-elle lâché Maduro? Beaucoup de questions autour de cette avocate de 56 ans qui a gravi les échelons politiques du pouvoir. Son portrait avec Marc de Chalvron, Enzo Venuto et Florian Lemoyle. La présidente par intérim au travail entourée des caciques du régime. Sur ces images diffusées par la télévision publique du Venezuela, Delcy Rodríguez préside son premier conseil des ministres sous le portrait de Nicolás Maduro, son mentor, dont elle exige la libération. À l'issue de cette réunion, Delcy Rodríguez a semblé pourtant tendre la main à Donald Trump. Nous invitons le gouvernement américain à travailler conjointement à un agenda de coopération axé sur un développement partagé dans le cadre du droit international. Le point révolutionnaire bien levé, Delcy Rodríguez est perçue comme un pur produit du système politique vénézuélien. Après des études de droit en France, cette fille de guerriero révolutionnaire a gravi tous les échelons du régime. Je jure de défendre la Constitution. Je jure de défendre la patrie contre toutes les agressions ou menaces. Présidente de l'Assemblée, plusieurs fois ministre, elle est nommée vice-présidente par Nicolás Maduro en personne en 2018. Il l'a surnommée souvent la tigresse.
Delcy Rodriguez, comme d'ailleurs l'épouse de Nicolás Maduro, Celia Flores, ce sont des personnes engagées, ce sont des militants politiques acharnés, convaincus, prêts à tout. Alors cette cadre irréprochable du régime vénézuélien peut-elle devenir une interlocutrice de Donald Trump? Des responsables américains l'auraient identifiée comme une femme pragmatique suite à son arrivée à la tête du ministère de l'économie et du pétrole en 2020. On la disait assez proche de ces nouvelles élites économiques qui permettaient le redémarrage de l'économie vénézuélienne depuis les années 2020, qui se sont enrichies et qui souhaitaient la stabilité politique. Delcy Rodriguez est surtout une présidente par intérim qui se sait en sursis. Donald Trump lui a promis un sort pire que celui de Nicolás Maduro si elle venait à lui déplaire. Et Donald Trump ne s'en cache pas, il assume vouloir faire main basse sur les immenses réserves pétrolières du Venezuela. Il a annoncé que les compagnies américaines allaient investir des milliards de dollars dans les infrastructures du pays. Mais de quoi parle-t-on précisément? Quelle est l'ampleur de ces ressources vénézuéliennes? Combien de barils sont produits chaque jour? On fait le point avec Gaspard de Florival et Samuel Guibou. Au cœur des ambitions américaines au Venezuela, l'or noir. Quelques heures après l'intervention militaire, Donald Trump ne s'en est pas caché. Nos compagnies pétrolières américaines, les meilleures du monde, vont aller sur place et dépenser des milliards de dollars. Faire main basse sur le pétrole vénézuélien, car le pays détient la plus grosse réserve mondiale. Les sous-sols sont gorgés de pétrole, surtout sur la ceinture de l'Orénoque, ici en jaune. 18% des réserves mondiales, devant l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Malgré cela, la production, elle plafonne à environ 900 000 barils quotidiens, bien loin des 11 millions de barils journaliers de l'Arabie Saoudite. Comment l'expliquer? Il faut remonter aux années 2000 d'Hugo Chavez. L'ancien président nationalise la production et chasse les géants pétroliers américains sans investir dans les infrastructures qui vieillissent, comme ces raffineries publiques dans le nord du pays. Chavez a nationalisé l'industrie pétrolière et gazière, mais surtout, il a fait fuir non pas que les capitaux, mais aussi les compétences. Et donc, si vous n'avez pas de compétences, eh bien, vous n'êtes pas en capacité d'opérer une industrie pétrolière. Depuis 2014, les sanctions américaines excluent le Venezuela des marchés pétroliers internationaux. Pour contourner ces règles et écouler les stocks, le pays se tourne vers la contrebande et livre notamment 80% de son pétrole à la Chine, à moindre coût. C'est aussi cette dynamique que Trump souhaite aujourd'hui casser. Mais ce n'est pas si simple, selon ce spécialiste. Donald Trump a annoncé l'arrivée des majors américaines, mais il est très difficile d'imaginer que ça puisse se faire à court ou à moyen terme, parce qu'il faudrait que la situation localement soit stabilisée. Selon les spécialistes, il faudra des années pour remettre l'industrie pétrolière vénézuélienne sur pied. De leur côté, les compagnies pétrolières américaines restent prudentes et n'ont pour l'instant pas réagi aux annonces de Donald Trump. Pour l'heure, cette instabilité au Venezuela n'a eu que peu d'effet sur le prix du baril. Et toujours dans ce grand format, cette question à présent, et maintenant, à qui le tour? Quels pourraient être les prochains pays sur la liste de Donald Trump? Le président américain assume et nomme Cuba, la Colombie, mais aussi le Groenland. Ça suffit maintenant, a réagi le Premier ministre du Groenland face à ce qu'il appelle les fantasmes d'annexion de Trump. Valérie Lerouge. Des paysages à couper le souffle. Sur cette île grande comme 4 fois la France. Le Groenland, qui appartient au Danemark depuis 1721, ne compte que 57 000 habitants. Il est recouvert majoritairement de glace. Pourtant, Donald Trump n'en démord pas, il veut le conquérir, et vite. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper, je peux vous le dire. On s'occupera du Groenland dans 2 mois. Une provocation de trop pour le Premier ministre du Groenland, qui lui répond sur les réseaux sociaux. Ça suffit maintenant, plus de pression, plus d'insinuations, plus de fantasmes d'annexion. Une fin de non-recevoir partagée par la plupart des habitants de Nuuk, la capitale. C'est irrespectueux, surtout que la population a déjà dit plusieurs fois que nous ne le voulions pas. 99% des Groenlandais veulent rester dans le royaume danois. Donald Trump justifie ses ambitions par les menaces russes et chinoises dans l'océan Arctique, mais les États-Unis disposent déjà d'une base militaire au Groenland et appartiennent, comme le Danemark, à l'OTAN.
Pour nombre d'experts, l'enjeu est donc ailleurs, celui des terres rares, des métaux très stratégiques encore peu exploités là-bas. Le gouvernement américain estime que sur les 50 matériaux les plus critiques pour l'économie américaine, notamment pour l'industrie de la tech, de l'intelligence artificielle, de l'énergie ou de la défense, 44 de ces 50 métaux les plus critiques seraient présents en nombre, commercialement exploitables et évidemment particulièrement stratégiques pour l'économie américaine au Groenland. Le Groenland et le Royaume du Danemark ont reçu aujourd'hui le soutien officiel de plusieurs États européens, dont la France, qui redit son attachement à la souveraineté des États. Bonsoir Étienne Lénard. Bonsoir Léa. Derrière l'opération Venezuela, il y a un objectif très clair pour Donald Trump, reprendre le contrôle de toute l'Amérique latine. Oui, vous aimez la politique américaine, hein. Vous vous souvenez du slogan de campagne de Donald Trump il y a 2 ans, America First, l'Amérique d'abord. On avait un peu vite interprété ça comme les États-Unis d'abord. Mais Donald Trump, il va beaucoup plus loin, bien au-delà. Regardez la carte, pour la première fois depuis 25 ans, les États-Unis regardent vers le sud, vers l'Amérique latine. Et on peut multiplier les exemples, hein. Panama, Venezuela, Équateur, Argentine, Chili. Au Panama, Trump fait racheter 2 ports qui appartenaient à la Chine. Au Venezuela, on l'a vu, il veut faire main basse sur le pétrole qui part vers la Chine. En Argentine, il dit aux électeurs « Votez pour mon ami Javier Milei et je vous prêterai des milliards de dollars ». Le combat, il est stratégique, il est idéologique face à une Chine qui a tissé sa toile en Amérique du Sud pendant que les États-Unis regardaient ailleurs. C'est notre hémisphère. L'Amérique vient de tweeter le ministère américain des Affaires étrangères. Une question se pose quand même, Léa. Est-ce que l'électeur américain qui regarde, lui, son portefeuille, son pouvoir d'achat, va trouver son compte dans ces aventures extérieures de plus en plus spectaculaires? La réponse, on l'aura dans 9 mois, au mois de novembre, lorsque l'Amérique, enfin les États-Unis, voteront pour renouveler le Congrès américain. Merci à vous, Étienne Lénard. Et puis vous le savez, pour justifier son attaque au Venezuela, Donald Trump accuse depuis des mois Nicolás Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. Mais la lutte contre le trafic de drogue n'est-elle pas qu'un simple prétexte? On peut se poser la question quand on voit que parallèlement, le président américain a gracié ces derniers mois de très importants narcotrafiquants, à commencer par l'ex-président du Honduras. C'est l'enquête de l'Œil du 20h ce soir, signé Quentin Bollier avec John Messina. Trump l'annonçait depuis des mois. Le président du Venezuela, qu'il accuse de trafic de drogue, était sa cible prioritaire. Nicolás Maduro se retrouve aujourd'hui devant un tribunal new-yorkais où il risque la prison à vie. Mais de récentes décisions de Trump sèment le trouble sur ses motivations réelles dans la lutte anti-drogue. Son nom vous est sans doute inconnu, mais l'histoire de ce chef d'État latino-américain devrait vous rappeler quelque chose. Juan Orlando Hernández a enchaîné 2 mandats à la tête du Honduras. Puis il est passé du palais présidentiel aux prisons new-yorkaises. En 2022, Hernández est arrêté par la police hondurienne et extradé aux États-Unis. La justice américaine lui reproche une alliance avec les cartels et l'envoi de 400 tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Durant une réunion avec des trafiquants de drogue, Hernández a dit, je cite, « vouloir remplir de drogue le nez des gringos américains ». En 2024, un tribunal de Manhattan le condamne à une lourde peine, 45 ans de prison. Mais il y a un mois, en un message, Trump efface la condamnation de la justice. Je vais accorder une grâce complète et totale à l'ancien président Juan Orlando Hernández. Le décret de grâce signé de la main du président américain lui vaut de chaleureux remerciements de l'ex-détenu. Ma profonde gratitude au président Donald Trump d'avoir eu le courage de défendre la justice et d'avoir tenu sa promesse. Alors, pourquoi libérer un trafiquant alors qu'il affirme livrer une guerre impitoyable contre la drogue? She was treated like the Biden administration treated a man named Trump. That didn't work out too well for them. This was a man who was persecuted very unfairly. Ross Ulbricht, autre trafiquant notoire, a eu droit lui aussi à la clémence de Donald Trump. En 2015, il est condamné à une double peine de prison à vie pour avoir créé Silk Road, un des sites clandestins les plus utilisés par les vendeurs de drogue. Mais en janvier 2025, 2 jours après son retour à la Maison-Blanche, Trump lui offre la grâce complète. Combattre le narcotrafic, est-ce vraiment une priorité pour le président américain? Selon une étude récente de l'agence Reuters, un quart des agents anti-drogue ont été affectés à la lutte contre l'immigration illégale. Les poursuites pour délits liés à la drogue
sont au plus bas depuis 20 ans.